Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Embargo sur le Mali, quel impact sur l'activité économique? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont professeur Abdoulaye Niang, économiste, directeur du centre Séné, Modibo Maoumakalou, économiste, et docteur Étienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique économique sociale CRAPES. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Embargo sur le Mali, fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres. Professeur Abdoulaye Niang, quelle analyse faites-vous de cette décision de la CEDEAO? C'est une opportunité. C'est une opportunité pour l'Afrique d'aller vers l'indépendance économique. C'est une opportunité pour les nations comme le Mali d'aller vers la souveraineté économique. C'est une opportunité pour les collectivités territoriales élevées au statut de région-État comme Kidal, d'aller vers la garantie de leur droit de propriété sur les ressources naturelles. Et enfin, c'est une opportunité pour les communautés de localité qui ont fait l'objet d'expropriation de leur droit de jouissance sur leurs terres agricoles et minières de restaurer leur droit de jouissance. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour les économistes. Nous sommes trois ici. Nous devrions terminer en communion pour aller conseiller davantage ceux qui ont le pouvoir exécutif aujourd'hui. On a une opportunité que nous ne devons pas rater. Donc, sanctions, embargo, ce sont des externalités positives et négatives. Mais c'est net positif pour le Mali et l'Afrique. Docteur Étienne Fakabassou, une opportunité ou un problème pour le Mali? Non, une crise n'est une opportunité que si les anticipations avaient été faites, que si le mécanisme qui aurait dû nous permettre de supporter les conséquences d'une telle crise avait été pensé et repensé. Ce qui est le cas du Mali, mais de l'autre côté, une chose est d'avoir l'architecture qu'il faut pour sortir de cette crise, une autre est d'avoir l'interlocuteur qui est conscient de la gravité de la crise et capable de mettre en œuvre cela. Malheureusement, de tout temps dans nos pays, c'est cette difficulté-là que nous avons. Sinon, effectivement, cette crise peut être une opportunité pour le Mali et pour les pays de la sous-région, de la CEDEAO de façon générale. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, on va parler certainement plus en profondeur des conséquences, mais c'est que un embargo comme celui qui est posé sur le Mali remet en cause les fondements de nos différentes économies. Quand vous prenez par exemple notre économie, elle est portée essentiellement par deux secteurs. C'est le secteur primaire avec l'agriculture, près de 40%, et de l'autre côté, c'est le commerce, donc les services. Et quand vous prenez ce service-là, ce commerce-là, vous remarquerez que l'embargo aura un impact sur les échanges de biens et services que nous avons avec le reste de la sous-région. Nous sommes un pays continental, ce qui veut dire que l'essentiel de nos équipements, l'essentiel de nos biens même de consommation première viennent de l'étranger. Donc aujourd'hui, l'embargo aura comme conséquence immédiate le ralentissement dans l'acheminement de ces biens et services-là. Et donc, l'économie étant basée sur quelque chose, sur un principe assez simple, plus un bien est rare sur un marché, plus le prix de ce bien-là augmente. Et donc, plus on parle même d'embargo, plus l'incertitude s'installe chez l'agent économique. Or, l'économie également n'aime pas l'incertitude, parce que les investissements n'aiment pas l'incertitude. L'activité économique, de façon générale, a horreur de l'incertitude. Donc, il faut, bien entendu, que nous soyons conscients de tous ces leviers-là qui vont peser sur notre économie si ces sanctions doivent durer, et d'anticiper sur les différents leviers. Et pour terminer, vous avez aujourd'hui un pays comme le Mali qui a un budget de plus de 2300 milliards, mais sur ce budget où nous avons un déficit qui est financé sur le marché international.
Financer sur le marché international, ça veut dire que nous allons sur le marché pour demander de l'argent. Or, avec les embargos, cela n'est plus possible. Donc, il n'est plus possible d'avoir recours au marché international pour financer notre déficit budgétaire. Il n'est plus possible d'avoir accès au marché international parce que les opérations interbancaires ont été suspendues, parce que l'activité économique va être au ralenti, parce que les banques secondaires que nous avons ne pourront plus avoir recours à la BCEAO pour pouvoir se réapprovisionner, etc. Moro Mahamadou, ces sanctions de la CEDEAO sur le Mali sont-elles une difficulté ou bien une opportunité pour le pays? Mais écoutez, vous savez, nous sommes déjà dans assez de difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de cette année, nous faisons face à la pandémie de la Covid-19. Et nous avons de sérieux problèmes avec notre économie cette année. Il était prévu que nous allions avoir une croissance économique de 5% cette année. Mais après l'exécution du budget à la fin, au 31 mars 2020 déjà, il a été estimé que ce taux doit être révisé de 4 points. Donc nous serons peut-être à 0,9%. Mais à mon avis, ça va être pire que cela. Et entre-temps, il y a eu la crise du coton, des cotonculteurs, si vous voulez dire. Le coton, c'est vraiment, le secteur cotonnier constitue vraiment une manne extraordinaire pour notre pays et constitue vraiment les poumons de notre économie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a environ 4,5 millions à 5 millions de personnes qui dépendent du coton. Et c'est le coton qui permet de faire les céréales sèches, c'est le coton qui permet de faire l'élevage, et puis les cotonculteurs contribuent beaucoup à réduire la pauvreté. Parce que nous sommes dans une difficulté aussi au sens des finances publiques. Les recettes fiscales et non fiscales vont fondre. Tenez-vous bien, au 31 mars 2020, il n'y a eu qu'une réalisation d'environ 15% sur les recettes qu'on devait obtenir. Bien vrai que ce n'est que le premier trimestre. Mais tout cela va s'amplifier. Et ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, uniquement à cause de la pandémie de la Covid et les 4 points de recul de la croissance économique qui est la croissance du PIB, du produit intérieur brut, qui constitue l'ensemble des biens et services produits dans notre pays pendant une année. Et c'est ça la richesse nationale. Et quand elle est bien répartie équitablement au sein de la population, ça permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc, cette baisse de 4 points de notre croissance, parce que depuis 25 ans, nous sommes à 5% de taux réel de croissance, mais ça n'a pas permis de diminuer substantiellement la pauvreté dans notre pays. Donc, 4 points de diminution minimum, et je pense à mon avis que ça va être plus. Il faut estimer qu'environ 1 million de Maliens vont basculer dans la pauvreté, supplémentaires vont basculer dans la pauvreté. Et si en plus de cela, le Mali, qui est quand même très dépendant du commerce extérieur, d'abord un hommage émérite à nos illustres dévanciers qui ont contribué à nous donner l'indépendance le 22 septembre 1960. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le 19 au 20 août 1960 qu'a éclaté la Fédération du Mali qui constituait le Sénégal et la République soudanaise, l'ex-République soudanaise, et que nous venons de fêter ce 60e anniversaire et que bientôt nous allons fêter le 60e anniversaire de la République du Mali. Nos parents ont vécu cette situation quand la Fédération a éclaté, parce que le port de Dakar a été fermé, les Soudanais ont été expulsés du Sénégal. Et c'est là que nos illustres dévanciers, à travers le premier plan quinquennal 1961-1965, ont pensé à diversifier nos sources d'approvisionnement. Et c'est là que nous avons commencé à explorer surtout la Côte d'Ivoire. Mais aussi, ce que je puis dire, déjà en 2012 avec la crise ivoirienne, le programme du président ATT avait quand même mis l'emphase sur le désenclavement intérieur et extérieur. Donc nous avons diversifié les sorties vers l'extérieur, le port de Nouadhibou, le port de Tema au Ghana, le port de Cotonou, le port de Lomé, etc., en plus du port de Dakar et du port d'Abidjan et aussi Conakry. Donc c'est pour vous dire que nous avons une crise en ce moment qui va aller s'amplifier davantage
parce que les exportations et les importations, le bétail qui est notre troisième poste d'importation, vous savez, nous avons le second plus important cheptel en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Mais si nous ne pouvons pas vendre notre bétail, ça va faire encore des diminutions de ressources pour le secteur rural qui, en réalité, tire notre économie. On va y revenir tout à l'heure, en plus en détail avec les conséquences. Mais déjà, les conséquences qui sont ressenties, notamment, il semblerait que les salariés qui doivent retirer leur salaire au niveau des banques vont avoir des difficultés à avoir leur salaire aujourd'hui. On va écouter cette réaction de M. Hamadoun Ba, qui est le secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers. Les salariés qui ont leur banque ailleurs, où il faut que la banque, pour payer ses salaires, doit passer par d'autres banques, c'est là où ça va se compliquer. C'est à ce niveau où on a vraiment besoin que la BCEAO ouvre. Il y a l'approvisionnement aussi pour que les banques puissent s'approvisionner en termes de liquidité. Les banques qui rencontrent des difficultés puisque la CEDEAO a également bloqué les transactions. Aujourd'hui, quel impact sur les salariés maliens, professeur Abdoulaye? Bon, je vous ai dit, ce sont des externalités qui sont négatives, positives. Il faut que l'on soit courageux dans cette bataille commerciale, qu'on apprenne des leçons des autres aussi. Quand on vous sanctionne, vous sanctionnez aussi. Et ne dites pas qu'on n'est pas puissant. Le Mali peut aussi sanctionner? Absolument. Comment? Mais je prends l'or. Il en a parlé. Il a parlé du bétail. Il a parlé du coton. On va ajouter le riz. Ce sont 3 ou 4 produits stratégiques qui constituent le commerce entre nous et les autres. Le thé que les gens aiment bien boire, certainement qu'il y a Farako encore qui est là-bas. Et puis, bon, le sucre, nous avons le sucre. Et la Chine n'est pas dans la même lancée que les autres pour nous sanctionner. La Chine est un marché pour l'or. La Chine est un marché financier. Et à l'heure actuelle, nous pouvons jouer sur ce levier. Si on nous écoutait, nous, on a anticipé sur la crise. Ça fait 12 ans qu'on travaille là-dessus. Et on avait un programme d'urgence économique, monétaire, social et sécuritaire du 1er juillet 2020 au 31 décembre. Donc, on n'est pas en train de parler dans le vide. Mais ces sanctions peuvent être une opportunité, comme vous le soulignez, peut-être pour le long terme, mais à l'immédiat déjà, des salariés qui ne vont pas pouvoir avoir leur salaire. Dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, il faut prendre une ordonnance, que le gouvernement se réunisse avec les secrétaires généraux et les hauts fonctionnaires de la défense, prendre une première ordonnance sur l'expropriation dans le sens de l'article 20 de la Convention d'établissement des sociétés minières. Hier, on en a discuté, on va en débattre dimanche. Et en ce qui concerne la partie commerciale, nous contrôlons 0% de la production, 0% du commerce de l'or et 0% de la raffinerie. Que le Mali, qui est l'État prééminent qui doit donner l'exemple au reste du monde pour le modèle de globalisation, que le gouvernement prenne le contrôle de la production à 100%. La raffinerie, il y a 2 raffineries à Bamako ici, qui ne sont pas de hauteur comme ils le disent, mais ça c'est la guerre commerciale. Donc ils prennent la raffinerie à 100% et le commerce à 100%. Je ne dis pas que la capacité de rétention doit être 100% malienne, c'est 45%. Le reste là, de 55%, ça va ailleurs. Et on se met en relation avec la Chine. Le coton, c'est pareil, ce n'est pas la CFDT de la Communauté française de développement textile. On s'oriente vers la Chine. Peut-être qu'ils prennent de nous pour aller vendre là-bas. Ils prennent notre or peut-être pour aller vendre en Chine. Mais on le fera directement. Maintenant, si tu as une garantie comme l'or avec toi, eh bien mon cher ami, tu as de l'argent. Tu auras du dollar. Même si le dollar doit être transféré de la Chine directement pour venir la déposer dans notre banque centrale qui n'est plus liée à la BCEAO, let it be, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut accepter de souffrir pour être reposé demain. Mais si tu penses toujours être un bébé, comme par exemple des petites organisations, tu m'excuses, comme le truc de la francophonie là, qui dit on vous suspend. Mais vous nous suspendez pourquoi? Parce qu'on part sur vous là pour vous demander un peu d'argent pour la culture, mais on n'a pas besoin. Le jour où on a 45%
de capacité de rétention de richesse, je l'illustre par les études que nous avons réalisées depuis 2012. On est en train de se battre pour ça. Et nous, on est extrêmement contents que l'opportunité nous est donnée maintenant. Parce que les jeunes, je leur dis, c'est quand il y a la crise que les transitions sont possibles. Qu'il soit transition économique, transition institutionnelle, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Parce que s'il y a la menace, vous activez les réquisitions. Il y a une loi qui existe au Mali, qui est la loi 04051 du 23 novembre 2004, pourtant Organisation générale de la défense nationale et du gouvernement même. Et dans ça, l'article 7 dit, en cas de menace, vous partez à l'article 6 pour la réquisition. Donc ceux qui sont dans la production de l'or, par exemple, dans le secteur minier, il y a des Maliens qui sont formés à l'ENI. Ce sont eux, en général, qui sont les moteurs. Vous les réquisitionnez selon l'article 6 de la loi 0451. Partagez-vous cette analyse de professeur Niang, Dr Etienne Fakaba Sissoko? Je crois qu'à long terme, c'est effectivement vers cela qu'il faut aller. Mais comme vous le savez, il faut gérer d'abord la situation dans laquelle nous sommes et il faut mettre en place les mécanismes structurels qu'il faut en termes même de vision économique. Parce qu'aujourd'hui, si les sanctions nous font tellement peur, c'est parce que quelque part nous dépendons encore de l'extérieur. Si les sanctions nous font peur, c'est parce que nous n'avons pas su mettre en place les unités industrielles capables de supporter les besoins de notre économie nationale. Donc si travail Donc on a besoin de l'extérieur, contrairement à ce que le professeur Abdoulaye disait. Non, de toute façon, un pays, aucun pays dans le contexte actuel ne peut vivre en autarcie. Aucun pays. Aucun pays. Et les conséquences que nous sommes en train de dire, en tant que panafricain, je suis désolé de le dire, que c'est une sanction non pas contre le Mali ou contre la Côte d'Ivoire ou contre le Sénégal, mais c'est une sanction contre l'Afrique elle-même. Parce que les conséquences économiques sur le Mali, un taux de croissance qui va passer de 5,6% à 0,9%, aura immédiatement des conséquences sur la zone UEMOA, sur la zone CEDEAO. Et ça va se répercuter également sur l'économie sénégalaise. Parce que nous sommes un des premiers partenaires du Sénégal dans le secteur, par exemple, de la viande. Le Sénégal vit du cheptel malien. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, nous sommes un des pays, en 2017, 2018, 2019, sur les 3 années successivement, on a dégagé, la Côte d'Ivoire a dégagé plus de 120 milliards en termes d'excédents d'exportation. Donc, ce qui veut dire que si le Mali arrête sa coopération avec ce pays-là, c'est un manque à gagner pour leur économie également. Et 100 milliards, c'est des investissements. Le Sénégal, c'est pareil. Donc, des conséquences pour nous, c'est aussi des conséquences pour eux. Et donc, finalement, vous le disiez tout de suite, c'est les salaires des Maliens qui risquent d'être bloqués au niveau des banques. Sur le salaire, il faut clarifier cet aspect-là. En fait, le problème, c'est entre les banques. C'est les opérations interbancaires qui sont pour l'instant suspendues. Comme vous le savez, autant toi et moi, nous avons des comptes au niveau des banques. Les banques, elles aussi, secondaires, ont aussi des comptes au niveau de la BCEAO. Autant on s'endette auprès de nos banques, autant les banques secondaires s'endettent auprès de la banque centrale. Donc les mêmes relations qui existent entre nos clients et notre banque, ces mêmes types de relations existent entre les banques secondaires et la banque centrale dans une dimension beaucoup plus grande. Pour l'instant, ce sont ces opérations-là qui sont arrêtées. Et c'est aussi les virements interbancaires qui sont également arrêtés. Donc les salaires, je vois beaucoup de gens s'alarmer pour ce mois-ci. La liquidité existe au niveau du Trésor. Maintenant, si par malheur, le mécanisme qui doit être enclenché, si c'est des chèques par exemple, puisque les trésors ont des relations avec les banques centrales, si c'est des bons du Trésor ou des chèques du Trésor qui doivent transiter par la BCEAO, c'est là où les salaires ne pourront pas être faits. Mais peut-être pour l'instant, pour ce mois-ci, ceux qui retirent des chèques peuvent ne pas avoir de problème. Mais si, par exemple, un employeur qui est dans une banque doit transférer le salaire de son employé dans une autre banque, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un problème? Non, ce n'est pas possible, justement. Donc, vous tous qui avez, par exemple, un compte dans une quelconque banque, si votre banque, elle, doit faire des virements dans les autres banques au niveau du pays, cela n'est pas possible. Parce que, comme je l'ai dit, la crise touche les opérations interbancaires.
Mais si l'État doit verser, par exemple, mon salaire directement dans mon compte, j'ai accès à mon compte, que ce soit par chèque ou par retrait au niveau d'un guichet, je peux le faire. Mais c'est dès l'instant qu'il y a opération entre les banques, d'une banque, si le salarié, votre chef veut faire un salaire dans 10 banques, cela n'est pas possible, malheureusement, dans la situation actuelle. Donc, ce qui peut être fait, c'est au niveau de chaque entreprise, parce que ça existe dans les entreprises plus privées qu'au niveau de l'État. Donc, c'est à chaque entreprise de mettre un mécanisme en place pour payer par billetterie, en tout cas pour ce mois-ci, le temps que le vendredi, ou c'est demain d'ailleurs, qu'il y a une réunion des chefs d'État de la CEDEAO, qui vont se pencher. C'est pourquoi je pense que l'approche privilégiée par le professeur Niang est une approche qui doit être dans le long terme. Mais qu'à l'immédiat, le Mali n'a pas intérêt à aller dans un bras de fer avec les sociétés minières, avec l'international, avec la CEDEAO, avec les autres partenaires commerciaux. Non. Parce que nous sommes d'abord en crise, parce que les instruments structurels qu'on aurait dû mettre en place, nous n'avons pas été capables de les mettre en place, parce que les politiques industrielles d'autosatisfaction des besoins que nous aurions dû mettre en place depuis plusieurs années, nous ne l'avons pas fait. Donc, il va me répondre certainement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas eu d'anticipation. Il n'y a pas eu d'anticipation. Peut-on s'attendre à cette même anticipation au niveau des différentes entreprises pour que les salariés puissent avoir leur salaire, comme l'a proposé Dr Etienne Fakaba Sissoko? Mais vous savez, les salariés, il y en a 120 000 salariés au Mali, de 20 millions de Maliens. Vous avez 55 000 au niveau de la fonction publique et vous avez 65 000 au niveau des collectivités territoriales. Et la masse salariale au niveau du budget d'État, pour le personnel, c'est environ 636 milliards. D'accord. Bon. La problématique, parce que j'ai parlé un peu avec la BCEAO hier, on me semble que la BCEAO a repris ses activités hier. Est-ce que c'est parce que c'est hier qu'ils ont rouvert, si ce qu'on m'a dit est exact, qu'il y a eu de la lenteur? Parce qu'en réalité, quand les banques travaillent avec elles, si vous avez un chèque que vous me donnez et que moi, on ne sommes pas de la même banque, il y a un système qui s'appelle la compensation entre banques. Tous les jours ouvrables, toutes les banques primaires commerciales se réunissent à la BCEAO et font des échanges, passent des écritures par rapport aux chèques que les uns ont envers les autres pour faire la comptabilité. Donc si la BCEAO était fermée, ça m'étonnerait que la compensation puisse se faire. Donc j'espère que ce n'est que cela. Mais les gens oublient aussi que la BCEAO est l'institut d'émission. C'est la BCEAO qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui émet les billets et les pièces en monnaie. La BCEAO bat monnaie. C'est elle qui frappe la monnaie et qui ravitaille les banques primaires. C'est elle aussi qui réglemente le secteur bancaire au niveau des réserves et autres. Donc, si la BCEAO aussi applique les mêmes sanctions que la CEDEAO, bon, je comprendrais que cela puisse jouer, mais je pense qu'en tout cas, que c'est un problème qui va se résoudre assez rapidement. D'accord, mais au-delà des salariés, quel va être l'impact également sur le secteur informel? Mais le secteur informel, mais surtout, la manne la plus importante, c'est la manne de la diaspora. Vous imaginez que l'année dernière, selon les statistiques macroéconomiques, la balance des paiements, qui enregistre les transactions économiques formelles entre le Mali et l'extérieur, le Mali a reçu 565 milliards à travers le système bancaire de l'extérieur, de la diaspora malienne. Mais vous imaginez, il y a des familles qui ne vivent que de cela. C'est cela qui permet aux gens de tenir. Notre secteur, Dr Sissoko l'a dit, notre économie est structurée de sorte que vous avez 40% qui est composé du secteur rural, développement rural. C'est agriculture, élevage, pêche, sylviculture, tout ce que vous voulez. Et le secteur secondaire, c'est-à-dire les mines et l'industrie, font 20%. Et le secteur tertiaire, les services, le commerce, etc., font 40% aussi. Mais la plupart des gens qui sont vulnérables se trouvent et dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. Donc la majorité des gens qui sont au Mali, la majorité du secteur privé au Mali, je peux estimer entre 80 et 90%, sont du secteur informel. Et ceux-là sont déjà grandement touchés par la pandémie de la Covid, la crise de la Covid. Parce que vous savez que les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été rompues et qu'à travers les mesures de distanciation sociale, les gestes
et les mesures barrières sanitaires, parce que nous sommes en état d'urgence sanitaire, si je me souviens bien, ont fait que les échanges mondiaux ont lourdement chuté. Je vais vous donner un exemple patent. Le coton que nous avions exporté, enfin, qui se trouve au port d'Abidjan depuis l'année dernière, n'a pas pu partir parce que c'est bloqué, parce que la plupart des ports, il y a des restrictions au libre-échange, au mouvement des marchandises, etc. Donc ce secteur informel qui achète et qui vend, par exemple, si on voit la CEDEAO, quelle est notre dépendance par rapport à la CEDEAO, il y a 14%, 15% environ de nos exportations qui se font au niveau de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons environ 45% de nos importations qui viennent de la CEDEAO aussi. Et nos deux premiers partenaires commerciaux sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour les exportations, c'est le Sénégal. 16% de nos exportations vont au Sénégal et je pense que c'est le bétail. Mais pour les importations, la Côte d'Ivoire est notre premier partenaire. Et ça, c'est parce que notre premier poste d'importation, c'est surtout les produits pétroliers. Et généralement, c'est la société ivoirienne de raffinage qui nous livre une grande partie de ces produits. Donc nous sommes interdépendants, mais nous allons avoir une crise qui va s'amplifier avec ces restrictions, même momentanées, parce que nous sommes déjà dans la crise, comme je vous l'ai déjà dit. Mais par rapport à l'économie de notre pays, le problème, nous avons vendu pour près de 2000 milliards en 2018, selon la balance des paiements de la BCEAO. Nous avons vendu à l'extérieur, c'est-à-dire nos exportations, l'or, le premier poste, environ 70%, le coton, second poste, environ 14%, le bétail, troisième poste, environ 10%. Nous avons vendu pour 2000 milliards de francs CFA à l'extérieur. Ce que le professeur Niang a dit, mais si nous avions ajouté un tout petit peu de valeur ajoutée, nous allions d'abord capter les richesses ici, créer les emplois ici. Et c'est ça qui permet de développer une économie. Mais si vous n'avez pas de politique industrielle, si vous n'avez pas de stratégie de développement adaptée, vous ne pouvez pas le faire. Et vous allez être dans l'économie de traite. Vous allez exporter des biens bruts et importer des biens manufacturés. Et à l'association des consommateurs qui parle de violation de droits, l'article 45 de ce protocole précise, l'article 45 précise que les sanctions prises contre l'État sont prises contre l'État et pas contre les populations. La population du Mali a besoin d'accéder à ces services, a déclaré Abdoul Wahab Diakité, qui est le vice-président de l'association des consommateurs du Mali. On va l'écouter. L'article 45 de ce protocole précise que les sanctions, c'est contre l'État, pas contre la communauté. La population du Mali a besoin d'accéder aux services essentiels. Nous, en tant que consommateurs, nous allons nous constituer, c'est sûr. Il y a des éminents juristes au Mali et sur le plan international également pour défendre la communauté malienne. Parce que cela ne peut pas continuer. Il ne peut pas y avoir un protocole et que les chefs d'État ne respectent pas ce protocole. La CEDEAO a-t-il violé l'article 45 du protocole de bonne gouvernance, professeur Abdoulaye? Oui. En réalité, la gouvernance sous le protocole n'est plus appropriée. La notion de bonne gouvernance n'est plus appropriée. La gouvernance est suivant un système de gouvernance. Et il faut aller plutôt vers un système de meilleure gouvernance. C'est la gouvernance sociale et culturelle, en 4 équations. La gouvernance économique et d'entreprise, la gouvernance administrative et politique, et la gouvernance régionale et globale. Donc, la manière dont il traite la bonne gouvernance n'est plus appropriée. Ça, c'est la première chose. La manière dont il traite la démocratie, depuis novembre 2011, n'est plus applicable à l'Afrique. Parce que le groupe du rapport spécial, c'est ça numéro 1, où moi-même je suis membre, qui a été mis en place par l'administration, financé par l'administration américaine, mais avec l'Union européenne, eh bien, nous avons dit l'Afrique et le printemps arabe, c'est pour une nouvelle ère d'espoir démocratique. Donc, en réalité, le départ de Ben Ali n'est pas considéré comme un coup d'État, un putsch. Et ce qui s'est passé au Mali, et nous allons nous battre pour faire admettre cette thèse-là, c'est l'entente du 19 août à Kati entre Ibrahim Boubacar Keïta et ses officiers supérieurs, eh bien, c'est soldé par un document avec 2 annexes. Le décret pour le gouvernement et le décret pour l'Assemblée nationale.
Et en plus, il a donné une lettre où, si vous analysez les relations sous-jacentes, vous allez conclure que c'est une renonciation volontaire ou contrôlée de la balance du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO est venue, on dit on va vous réinstaller, il dit je ne veux pas. Donc c'est lui qui a renoncé. Si la CEDEAO voulait prendre les armes aujourd'hui pour venir l'installer, ce n'est pas possible. Mais supposons que ça soit possible. Lui-même il dit je n'en veux pas. Donc pourquoi on va punir les citoyens de la CEDEAO? Parce que Macron l'a dit, cette sanction-là n'est pas les citoyens maliens seulement. Ce sont les peuples de la CEDEAO qui sont sanctionnés. Le Ghana est sanctionné, le Nigeria est sanctionné, tout le monde, le Togo, le Dahomey, enfin, le Bénin, tout. Mais si donc l'article 45 de la bonne gouvernance de la CEDEAO est violé par la CEDEAO elle-même, l'ASCOMA prévoit d'attaquer la CEDEAO en justice. Est-ce possible? Non, tout est possible. Et de toute façon, même moi j'ai été 3 ans conseiller économique des chefs d'État de la CEDEAO, de la génération de Abdoulaye Wade, de Gbagbo. J'étais leur conseiller économique, mis là-bas par le secrétaire général des Nations Unies. Je suis économiste principal des Nations Unies. Donc j'étais leur conseiller. Et ce n'est même pas propre à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'appliquer des sanctions économiques qui va retarder la progression de la CEDEAO. C'est-à-dire, quand on va faire l'évaluation de la CEDEAO pour l'année 2020, mais on va trouver que le résultat n'est pas bon. Et le résultat n'est pas bon pourquoi? Que parce qu'ils ont appliqué un protocole dont l'application, la sanction est inappropriée. Elle n'est même pas applicable. Elle est illégale, elle est illégitime. S'ils veulent attaquer sur cette base-là, ils peuvent l'attaquer parce que c'était 2020 qui était prévu pour la CEDEAO des peuples. Et la CEDEAO des chefs d'État sont en train de faire obstruction pour qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, on allait être au même niveau de décision. Le leadership allait être inclusif et partagé entre la CEDEAO des chefs d'État et la CEDEAO des peuples. Et c'est le Mali qui va amorcer ce processus. Et vous avez vu comment la population est en train de se mobiliser et au Sénégal, et au Burkina, et ailleurs, que le chef d'État Macky Sall a varié le ton, parce qu'il sait très bien que c'est la sécurité économique des populations, comme celui qui a parlé tout ça, c'est la sécurité économique des populations du Sénégal qui est attaquée. Ce n'est pas uniquement le port, les activités au port apportent énormément aux ménages sénégalais. Et les ménages ivoiriens, ils vont souffrir autant. Les ménages guinéens vont souffrir autant. Et nous, si c'est pour sortir du Mali, pour aller accéder à la mer, nous avons la Mauritanie qui n'est pas membre de la CEDEAO. La Mauritanie est sortie. Et nous avons l'Algérie qui n'est pas membre de la CEDEAO aussi. Et la sanction n'est pas appliquée parce que le Conseil de sécurité n'a pas eu l'unanimité des 5 voix pour nous imposer la sanction. La Chine a refusé et la Russie a refusé. Donc, la Mauritanie ne peut pas être tenue que c'est une sanction des Nations Unies. Donc, il doit, si les grands 5 ne sont pas mis d'accord, ce n'est pas moi, petit pays, que je ne veux pas prendre avantage du fait que le port de Côte d'Ivoire n'est pas disponible, le port du Sénégal n'est pas disponible pour prendre. Je suis un économiste avant tout. D'accord. Donc je profite de ça pour ouvrir grandement la voie aux marchandises maliennes. Si c'est un détour qui va être fait, le détour n'a qu'à être fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on ne peut pas continuer à être dans la tyrannie du statu quo. C'est-à-dire que toujours, si on fait, ils vont nous frapper comme ça. Mais frappez-nous. Vous répondez ainsi à la question de Bakary Koulibaly sur Facebook qui demandait un embargo. N'est-il pas une injustice à partir du moment où IBK a clairement dit aux émissaires de la CEDEAO qu'il a démissionné de son plein gré? Et il y a Djakaridja Seydou Konaté qui pose une question. Est-ce que nos ressources nous permettent de tenir pendant longtemps sous l'embargo, Dr Etienne Fakaba Sissoko? Absolument. Tout dépend après du type de dirigeant qu'on a et de leur volonté à régler cette question définitivement. Aujourd'hui, nous l'avons dit, le Mali on n'a pas un ministère de l'économie et des finances. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, que nous avons un ministère des finances. Donc l'essentiel du fonctionnement de l'économie de notre pays est basé sur les finances, donc sur le budget de l'État.
Or, aujourd'hui, il y a énormément de leviers sur lesquels nous pouvons nous battre pour rationaliser davantage le budget de l'État et faire face aux urgences. Je vous donne 2 exemples illustratifs. D'abord, vous avez suivi avec moi la dissolution de l'Assemblée nationale. Le budget de l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui 16 milliards de francs CFA. Et dans le budget qui est en cours de rectification, ils étaient revenus à 12 milliards. Mais de 2010 à aujourd'hui, nous avons subi une augmentation du budget de l'Assemblée de 5,5 milliards de francs CFA. Pour quel résultat et pour quel objectif? Et surtout, pour quelle pertinence? Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre, même si on est dans le 2e trimestre de l'année, il y a au minimum la moitié de ce budget-là, 8 milliards, qui sont disponibles ou qui peuvent être mobilisés. Nous avons beaucoup d'institutions comme le Haut Conseil économique et social, comme le Haut Conseil des collectivités, comme d'autres institutions qui, non pas parce qu'elles sont inutiles et d'autres parce qu'elles sont effectivement inutiles, mais parce que dans la situation de crise actuelle, elles ne peuvent pas être productives. Et donc, si elles ne peuvent pas être productives, il faut aller justement vers ces institutions-là, prendre tout ce qui est lié au budget d'investissement et même de fonctionnement dans certains cas pour fonctionnement. Ça dépend des dirigeants, mais dans le contexte mais pour actuel, aller simplement, je parle du salaire. Les salaires peuvent être toujours pris en compte parce qu'aujourd'hui l'urgence c'est cela. Si nous ne voulons pas avoir une guerre civile, il faut éviter que le salaire des fonctionnaires ne puisse pas être payé. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, vous l'avez dit, ça dépend des dirigeants. Au moment où la transition n'est pas encore mise en place, qui va mettre en place ce mécanisme? Non, personne, mais il est important justement, c'est pourquoi il est important qu'on aille rapidement, vers la mise en place de ces institutions-là. Moi, sur les questions politiques, je ne voulais pas trop me pencher dessus, mais il est important d'avoir une charte de transition qui va indiquer la durée de la transition, qui va indiquer les organes de la transition et la feuille de route ou le contenu de la transition. Cela aurait dû être fait aujourd'hui. Parce que les problèmes sur lesquels nous sommes en train de nous battre sont des problèmes qui sont connus de tous, qui n'ont même pas commencé à partir de 2012 ou de 2013, qui sont des problèmes structurels pour notre économie, pour notre pays. Donc, il y a urgence de sortir de tout cela. Deuxième élément que je voulais souligner, ça c'est au niveau toujours de notre budget, des conséquences dont nous n'avons pas parlé. Vous savez que le budget, le financement du déficit budgétaire est fait sur la base des dons, sur la base des emprunts et même des emprunts sur le marché obligataire. Et qu'aujourd'hui, avec la situation de crise, le Mali n'a pas accès au marché international. Qu'avec la situation de crise, le Mali ne peut même pas, même si on avait accès, personne ne nous donnera ces fonds parce que nous ne sommes pas crédibles, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas stables, entre guillemets. Donc aujourd'hui, il est important que on sache que tous les projets de développement, tous les projets, par exemple, les Américains ont déjà suspendu un certain nombre de projets. Et tous ces projets, tous ces projets, pour terminer, tous ces projets aujourd'hui vont constituer des sources de licenciement ou de mise en arrêt. C'est pourquoi il est important de sortir très rapidement de cette situation. Jakalia Sanogo demande, est-ce que ces sanctions vont avoir un impact, par exemple l'augmentation des prix des denrées de première nécessité dans le pays? C'était déjà le cas avec la Covid. Bien vrai que nous comptons, en tout cas d'après les prévisions, nous allons quand même respecter les critères de convergence, même s'ils ont été suspendus de moins de 3% pour l'index des prix à la consommation harmonisé. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté substantiellement à cause de la Covid. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans notre balance des paiements, les produits alimentaires sont notre 4e poste d'importation. Vous savez, en 2018, le Mali a importé pour 327 milliards de denrées alimentaires. Bien vrai que nous soyons une puissance céréalière. Donc, ça revient toujours à... Pour revenir sur le budget, vous savez, de l'indépendance à nos jours, ça fait 60 ans que nous avons un budget déficitaire. C'est-à-dire que nos charges sont supérieures à nos ressources. 60 ans. Et vous savez, le budget, c'est le budget qui définit les priorités nationales.
quelqu'un a parlé des services sociaux de base, mais ce sont les services essentiels de base qui sont de la responsabilité de l'État, l'éducation, la santé, l'alimentation, etc., mais doivent être des priorités dans un pays comme le nôtre, où 50% de la population a moins de 14 ans déjà. Et le problème qui se pose, c'est que nous avons des budgets de fonctionnement. Plus de la moitié des recettes fiscales vont uniquement dans le fonctionnement de l'administration, des 120 000 personnes dont je vous parle. Il nous faut quand même penser aux investissements, parce que c'est l'investissement qui crée la croissance économique, qui permet d'augmenter le revenu national, la richesse nationale, et d'améliorer le bien-être des Maliens et des Maliennes. Mais ce budget d'investissement, il est financé par qui? Par l'extérieur. Alors, faut-il s'attendre à la levée de ces sanctions si les autres pays de la CEDEAO sont concernés par cette sanction, comme vous l'avez souligné? Il y a un sommet des chefs d'État qui est prévu dans les prochaines heures. Non, c'est reporté à vendredi. Oui, dans les prochaines heures, j'ai dit. Donc, faut-il s'attendre à la levée des sanctions? Moi, je pense que je suis optimiste pour la levée des sanctions. Mais il y a un détail très, très important. Il y a eu un communiqué hier des puissances occidentales, les États-Unis, je pense l'Allemagne et la France, qui ont demandé aux autorités maliennes actuelles de faire très attention aux recommandations de la CEDEAO. Parce que vous savez, c'est le principe de subsidiarité. Les sanctions imposées par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, seront suivies par l'ensemble des partenaires extérieurs, non seulement bilatéraux, mais aussi multilatéraux. Et nous sommes dépendants. Pour revenir à ce que je disais, nos investissements, 2 investissements sur 3 au Mali, publics, les routes, les ponts, les écoles, sont financés par les partenaires extérieurs. Il va falloir changer tout cela. Drissa Dako vous adresse une question à vous, professeur Niang. Quelle stratégie économique le Mali peut adopter pour passer ces moments difficiles en maîtrisant l'inflation? C'est sa question. Vous savez, l'inflation, ça fait partie de l'économie. Donc, si on peut le minimiser, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que le problème fondamental que nous avons, qu'on nous a reproché, c'est la léthargie intellectuelle. On ne cherche pas à trouver des solutions de rechange aux politiques existantes qui nous ont amenés dans la vallée des 2 Afriques. Les autres travaillent pour que l'or brille, que le Mali soit 3e producteur ou 2e producteur. Si on écoute les analyses que nous avons faites, peut-être que le Mali, à cause de cette crise-là, va être le premier producteur d'or de l'Afrique. Le fiston a dit, c'est quel leadership nous avons? Quel modèle de leadership nous avons? Un leadership inclusif et partagé, où tu as un leadership social qui définit les objectifs, et tu as un leadership économique qui prend les mesures et les programmes de stimulation du leadership politique. Donc, faut-il s'attendre à la levée des sanctions au cours du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO? Si nous continuons à communiquer sous la tyrannie du statu quo, ils ne le feront pas. Parce qu'il faut qu'on leur démontre aussi que nous avons une détermination partagée, nous avons une volonté collective de se sortir de la crise. Pas qu'on va dépendre encore de l'Union européenne. Et en réalité, Macron a été un peu plus nuancé. Il n'est pas d'accord qu'on prenne la responsabilité de la souveraineté civile. D'accord. Docteur Etienne Fakaba Sissoko. Oui, la souveraineté politique. Le temps nous fait défaut, il nous reste juste 30 secondes pour Etienne Fakaba Sissoko. On est en train de le mettre en... Non, parce que le fiston Macron a dit qu'ils ont fait une déclaration. Je vais dire simplement que Macron, c'est s'il veut avoir un deuxième mandat, que le revenu on va y revenir dans nos prochains débats. Aujourd'hui, si ces sanctions ne sont pas levées au cours des prochains jours, qu'est-ce que le Mali peut faire dans l'urgence? Le Mali doit se retourner vers lui-même en rationalisant davantage les dépenses publiques, en moralisant davantage la gestion des affaires publiques et surtout en essayant de faire face à l'urgence. Et toutes les dépenses superflues qui ont accompagné... Merci beaucoup, le temps nous fait défaut. Merci à nos invités, Modibo Maoumakalou, économiste, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste également, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, et professeur Abdoulaye Niang, économiste, directeur du Centre Séné. À la régie, vidéo et audio, Gagné Kanté et Peting Diarra, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigi Kafoba.